Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de l'immobilier français. Et oui, on l'annonçait ici même il y a déjà quelques mois, rappelez-vous que les prix allaient baisser. On nous dit mais non, ça n'arrivera jamais, c'est pas possible, etc. Ben ça y est, c'est le cas aujourd'hui, les prix commencent à baisser, surtout assez fortement dans de plus en plus de villes en France. Et ce sont d'ailleurs les professionnels de l'immobilier eux-mêmes qui nous le disent. Donc vous voyez que là aussi on ne peut pas dire il y a jugé parti, non, non, c'est la réalité qui est là aujourd'hui en France. Alors, la question est de savoir est-ce que ça va durer, et puis surtout, de quelle ampleur sera la baisse des prix. On va essayer de répondre à ces deux grandes questions. Évidemment, toujours avec des graphiques réalisés sans trucage, c'est le plus important pour savoir ce qui va se passer. Bien sûr, c'est important pour nous, pour notre avenir, et que doit-on faire vis-à-vis de cela? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce que les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter? Bon, il y a beaucoup de questions, on va tout de suite y répondre avec donc des premiers chiffres, tout simplement, qui viennent de meilleurs agents, donc une grande agence française que vous connaissez bien entendu, qui nous disent donc que les chiffres viennent de sortir, qu'aujourd'hui, sur les 35 plus grandes villes françaises, eh bien dans 18 d'entre elles, il y a déjà une baisse assez forte au cours des 3 derniers mois. Donc ça y est, la fête est finie. Et même selon Century 21, vous voyez, une autre agence, eux ils nous disent que leur portefeuille de biens donc immobiliers a baissé de l'ordre de 1 à 3% donc depuis septembre dernier dans la plupart des grandes villes. Alors il y a quelques villes qui sont épargnées, par exemple Marseille-Lille, où évidemment les prix étaient plus bas. Donc on va regarder ça dans le détail. Mais néanmoins, on a une situation aujourd'hui de grandes difficultés sur le marché de l'immobilier. Alors on va regarder d'abord le palmarès, évidemment, où est-ce que les prix baissent le plus pour l'instant. D'abord en glissement annuel, donc sur un an, là où ça baisse le plus, c'est à Bordeaux, moins 3,1%. Ensuite Paris, moins 1,3%. On verra tout à l'heure que peut-être la baisse est un peu plus forte à Paris, mais on la masque un petit peu. Le Havre, moins 0,8%. Ça, c'est sur un an. Et puis alors, au cours des 3 derniers mois, il y a des villes qu'on ne pouvait pas imaginer où la baisse des prix est également extrêmement forte. Mulhouse, par exemple, où les prix sont pourtant bas, moins 3,4%. C'est que ça avait beaucoup augmenté précédemment. Nîmes, moins 3,1%. Et Rouen, moins 3,1%. Donc ça y est, la baisse est en train de se généraliser. Alors, je vous ai fait un petit graphique, justement, pour voir un petit peu tout ça dans le détail. Donc là, on voit tout simplement le prix des appartements, donc dans les villes de plus de 100 000 habitants. Alors là où c'est le plus cher pour l'instant, bien sûr, en moyenne, c'est toujours à Paris. On est voyé à plus de 10 300 € du mètre carré, mais regardez, par rapport au plus haut, ça a baissé de 2%. Donc là, on va voir les variations par rapport au précédent plus haut. Des fois, le précédent plus haut, c'était le mois d'avant, c'était 3 mois avant, c'était 2 ans avant. Donc, mais néanmoins, vous voyez, pour bien montrer que là aussi, la fête est finie, moins de 2%, et peut-être même un peu plus, comme on le verra tout à l'heure. Sur Boulogne-Billancourt, donc île de la banlieue parisienne, là aussi, on est à moins 1,3% de baisse, toujours un peu plus de 9 100 € du mètre carré, c'est encore cher, mais néanmoins, on voit bien que c'est en train de baisser. Montreuil, là, c'est vrai que ça avait fortement flambé, c'est la nouvelle ville à la mode, entre guillemets, de la région parisienne, moins 0,1%, ça baisse un peu moins qu'ailleurs, mais néanmoins, ça y est, là aussi, la fête est finie. Alors, on a bien sûr Lyon, où là, les prix avaient complètement flambé, c'est devenu complètement fou, moins 3% de baisse. Aix-en-Provence également, alors c'est vrai qu'il y a encore 3 mois, les prix continuent d'augmenter, et puis depuis 3 mois, ça va, ça y est, on a l'impression que le plus beau, entre guillemets, est passé, et on est maintenant sur une baisse de 2,3%. Nice, c'est quasiment, on va dire, à l'équilibre, plus 0,1%, donc là, on est tout juste encore à 5 000 € le mètre carré. Après, on passe en dessous, donc Bordeaux, on vient de le voir, donc moins 3,1, Rennes, moins 3, Strasbourg, moins 2,9, là, on est à 4 000 € du mètre carré encore, Villeurbanne, encore une hausse de 1,4, dans la banlieue lyonnaise, mais on est également autour des 4 000 € le mètre carré. Après, on a ce qu'on appelle les villes intermédiaires. Et donc là, c'est plus, on va dire, plus timoré, entre guillemets, dans certaines villes, mais d'autres villes continuent d'avoir une augmentation des prix. On commence par Nantes, où pourtant c'était la ville où faisait le meilleur vivre en France, donc c'est vrai que ça partait très bien, et puis là, depuis quelques temps, il y a des petits problèmes à Nantes, c'est vrai que la ville ne va pas forcément dans le bon sens, et parallèlement, les prix qui avaient fortement augmenté, on a aujourd'hui une baisse de 2%, vous voyez, on est à tout juste au-dessus des 4 000 € du mètre carré, encore une fois pour les appartements, après on passe donc sous les 4 000, on a Marseille, mais Marseille, ça augmente toujours, vous voyez, on est encore sur 2,7%, on partait évidemment de bien plus bas, Toulouse moins 1,5, Montpellier plus 0,7, Lille donc plus de 6, vous voyez que ça augmente encore, là aussi on partait de bien bas, mais on est quand même à 3500 et quelques donc du mètre carré, Angers moins 2,7, après là on a je dirais 4 villes où ça monte encore, Toulon, Tours, Grenoble, Reims, mais bon, c'est vrai que les prix étaient relativement bas, vous voyez à Reims on est à 2782 € du mètre carré, mais c'est vrai que ça continue d'augmenter, plus pour très longtemps vraisemblablement. Alors ensuite il nous reste les 10 villes les moins chères de France, évidemment, les villes de plus de 100 000 habitants. Encore une fois, qu'on ne parle pas pour les villes les plus chères de France, qu'on n'a pas vu Neuilly, on n'a pas vu d'autres villes comme ça, il n'y a pas 10 000 habitants, plus de 100 000 habitants, je veux dire. Alors que là, on ne regarde que les villes de 100 000 habitants. Donc pour maintenant les villes les moins chères, donc de plus de 100 000 habitants, encore une fois, voilà, c'est les 10 derniers, entre guillemets.
Alors on a, bon, Metz, où c'est toujours une augmentation, Brest, ça commence à baisser, Nîmes, on a Clermont-Ferrand également, donc où ça monte, vous voyez, c'est encore une fois Le Mans, plus 2,1, d'un côté ça monte, de l'autre, c'est pas pour tout le monde la même chose, mais on voit bien que des villes par exemple, voilà, comme Saint-Étienne, ça monte encore 1,5%, mais regardez Mulhouse, où pourtant les prix sont très bas, on est à 1200 € du mètre carré, on est à moins 3,4% depuis le plus haut qu'on avait enregistré précédemment. Donc on a bien cette baisse qui est en train de se généraliser, certaines villes sont encore épargnées parce que les prix sont encore bas, et enfin pas très haut on va dire, et c'est là où ça n'avait pas trop augmenté, mais néanmoins on voit bien que même pour les villes où c'est pas très cher, ça y est, il n'y a plus de moyens justement de s'endetter, c'est ce qui fait qu'on a cette baisse des prix. Alors ça c'est pour meilleurs agents, il y a d'autres agents immobiliers bien entendu, notamment Century 21 et Orpi. Alors selon eux, là, si on prend le cas de Paris, les prix seraient déjà en moyenne sous les 10 000 € du mètre carré. Ils nous annoncent 9 758 € du mètre carré. Je vous rappelle que l'été dernier, on était à quasiment 11 000 € du mètre carré. L'été 2021, évidemment, pas celui de 2022. Donc on se rend bien compte que là, la baisse, vous voyez, c'est pas moins de 2%, c'est beaucoup plus. Finalement, ça a déjà commencé à Paris. Bien sûr, il y a toujours des biens rares, évidemment, qui s'en sortent toujours, qui sont achetés par des Américains ou autres. Bon, avant, on disait les Russes, maintenant, ils sont pas là. Donc effectivement, mais néanmoins, il y a certainement des biens rares qui valent encore extrêmement cher et qui cassent un peu ces chiffres. D'ailleurs, c'est pourquoi ces chiffres sont un peu voilés, masqués, parce que finalement, on a peu de ventes. Donc finalement, on fait calcul des prix moyens par rapport à peu de ventes. Par contre, les ventes, justement, elles sont en train de s'effondrer. Voilà les chiffres d'Orpi, moins 17% sur un an, donc au premier semestre 2022. On attend les chiffres du second semestre, ça sera à mon avis au moins aussi grave. Donc c'est un retour sur le niveau de 2018 en termes de ventes. Si on regarde Se Loger, alors c'est moins 9% au premier semestre et moins 22% sous la moyenne de longue période. Bon, c'est des chiffres assez incroyables, donc qui montrent que le marché est complètement bloqué, les prix commencent à baisser, mais surtout il y a très peu de transactions. Et c'est ça qui fait qu'évidemment les prix vont baisser davantage. Alors la question est de savoir, est-ce que ça peut durer? Alors, pour comprendre ça, on va regarder évidemment un graphique sur longue période, voir l'évolution des prix des logements en France. Et donc là, vous voyez, depuis 2005, donc c'est une base 100 en 2005, les prix des logements, selon l'INSEE, hein, c'est les chiffres des notaires, comme on dit, donc vous voyez, c'est très très sérieux, très carré. Donc c'est la France hors Mayotte, France métropolitaine, après les mêmes chiffres, hein, quasiment à 0,3 points près. Donc on voit bien cette hausse, hein, donc, de 28,5% de 2005 à 2007-2008, et puis après, les taux d'intérêt augmentent, la fameuse crise de 2008, et nous avons bien sûr moins 9% de baisse des prix. D'ailleurs, pourquoi beaucoup m'en voulaient en disant oui, vous aviez annoncé en 2008 qu'il allait y avoir une baisse de 10%, ben voilà, on l'a eu à moins 9, c'est quasiment moins 10. Après, effectivement, ça a redémarré, plus 28%, et ensuite de nouveau moins 7% de baisse au gré de l'augmentation des taux d'intérêt, même si elle était limitée, puis après, évidemment, c'est Byzance. Après, les taux d'intérêt ont fortement baissé. Là, une flambée de 34%. Donc au total, vous voyez, depuis 2005, ça fait une hausse de 65%. Donc des chiffres évidemment assez incroyables. Alors le problème, c'est que ça augmente plus que le PIB. Donc là, je vous ai mis la corrélation entre l'évolution des prix des logements, toujours en baissant en 2005, donc c'est la courbe bleue, les prix des logements. La courbe rouge, c'est le PIB en valeur, donc la création de richesse augmentée de l'inflation. Donc voyons, même l'inflation dedans. Et malgré cela, on a un écart, évidemment, entre les deux courbes. Alors d'ailleurs, on voit ici que, pourtant, c'est bien assez bien corrélé. Vous voyez toujours un petit écart de 5 à 10 points, pas plus. Mais globalement, même parfois, les prix de l'immobilier passent en deçà, notamment ici, comme on a vu en 2015, on vient de le voir, et le PIB avait réussi à redémarrer assez rapidement. Et puis alors, ensuite arrive évidemment le fameux coronavirus, où là, le PIB s'effondre, bien sûr, mais les prix des logements, on ne voit rien du tout. Pourquoi? Parce que comme les taux d'intérêt vont complètement s'effondrer, évidemment, ça va devenir l'argent magique qui va arriver et l'immobilier va de nouveau complètement flamber. Et donc, on a cet écart qu'on voit ici, évidemment, de l'ordre de 20 points entre les prix des logements et le PIB. Donc, d'où cette baisse potentielle de l'ordre de 10 à 15% des prix. C'est ce qu'on va voir maintenant. Si on se souvient de la précédente grave crise immobilière, c'était il y a un petit peu de temps, c'était donc en 91. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous voyez, de 1984 à 90-91, les prix avaient flambé de 195%. En 6 ans, les prix immobiliers en France avaient fait plus 195%. Donc c'est quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui. La bulle était beaucoup plus spéculative qu'aujourd'hui. Et ensuite, bien sûr, la courbe bleue est tombée. Les prix des logements ont chuté de 28%. Il faut se dire que le PIB n'avait augmenté que de l'ordre de 50 à 60% à l'époque. Et ensuite, vous voyez, on retrouve un écart autour des 5 à 10 points, pas plus. Donc ce qui fait qu'on a bien eu cette correction majeure. Alors là, la correction aujourd'hui ne sera pas aussi forte, puisque comme vous l'avez compris, on n'a pas fait plus 195% en 6 ans, mais néanmoins, on voit bien qu'il y a besoin, le marché immobilier a besoin de respiration régulière, et c'est ce qui va se passer. En fait, jusqu'à présent, on n'en a pas eu. Pourquoi?
parce qu'il y avait les taux d'intérêt qui ont baissé. Là, je vous ai mis les prix de l'immobilier, la courbe bleue, toujours donc sur longue période, cette fois-ci depuis 1997. Alors là, vous voyez que la hausse, elle est quand même assez costaud, hein. On est sur 220% d'augmentation des prix des logements, certes, c'est sur une longue période, et parce qu'on voit bien que sur toute cette période, les taux d'intérêt, c'est la courbe rouge, n'ont pas arrêté de baisser. Là, c'est le taux d'intérêt des obligations d'État, ça baisse très fortement, sauf sur la fin de période, où c'est en train évidemment de remonter, et c'est là où les prix ne vont plus pouvoir tenir. Alors justement, ce qui a permis aux prix de tenir, c'est parce que les ménages se sont énormément endettés, grâce à ces taux d'intérêt qui ont été excessivement bas, donc là on le voit très bien. Là c'est l'encours d'endettement des ménages par rapport à leurs revenus disponibles. Ce sont les chiffres de la Banque de France, donc du deuxième trimestre 2022 qui viennent de sortir il y a quelques jours. Donc on a atteint un nouveau record historique de 102,8%. Ça veut dire l'encours d'endettement des ménages représente à peu près 102,8% du revenu disponible des ménages. Alors vous allez me dire, bon c'est normal, l'encours de dette c'est donc un stock de dette, le revenu c'est un flux de revenus, bon certes, mais ce qui compte c'est la tendance. Vous voyez que dans les années 2000, on avait encore 55% d'endettement des ménages par rapport à leurs revenus. Là, on a quasiment doublé. Donc les ménages se sont mis en danger. Pourquoi? Parce que bien sûr que les taux d'intérêt, la courbe bleue ont baissé, donc on a pu bien entendu, je dirais, s'endetter davantage. C'était pas cher, les banques octroyaient des crédits parce que justement, comme le taux d'intérêt était bas, on pouvait emprunter davantage. Vous savez, la fameuse règle des 33 à 35% donc, de remboursement d'emprunt par rapport à son revenu. Comme les taux d'intérêt ont baissé, il y avait moins de remboursement d'emprunt, ce qui permettait de continuer malgré la faiblesse des revenus. Sauf que voilà, la fête est finie et ça y est, donc on le voit, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Là, je vous fais le graphique en échelle inversée. Donc on voit la courbe rouge, c'est donc les taux d'intérêt. Donc quand la courbe rouge monte, avec les taux d'intérêt baissent. La courbe bleue, c'est toujours les prix des logements. Vous voyez, c'est très net, hein. Dès que les taux d'intérêt augmentent, comme ici, quelques mois plus tard, quelques trimestres plus tard, les prix baissent. Et à l'inverse, quand les taux d'intérêt baissent, donc la courbe rouge monte et les prix de logement flambent. Sauf que là, ça y est, la fête est finie, hein. On a bien baisse ces taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter. Là, ça se calme un peu, mais on sera quand même durablement entre 2,5 et 3% de taux d'intérêt. Donc, ce qui veut dire que les prix des logements, la courbe bleue, évidemment, ça va baisser. C'est inévitable. Ça va baisser de l'ordre de 10 à 15%, peut-être un petit peu plus, sachant que si on regarde les structures du marché immobilier, il y a quand même beaucoup, je dirais, de déboires à venir. Alors, d'abord, si on regarde du côté de l'offre de biens immobiliers. Vous savez que c'est toujours la règle de l'offre et de la demande. Et donc, du côté de l'offre, bon, alors il y a trois éléments qui vont augmenter l'offre. D'abord, bon, alors, le fameux télétravail, heureusement, on en est revenu, hein, c'est sûr, mais néanmoins, il est toujours là. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui maintiennent 2 jours par semaine de télétravail. Donc, elles ont moins besoin de bureaux. Donc à ce moment-là, tous les investisseurs dans l'immobilier de bureaux vendent ou alors transforment en logement, ce qui évidemment fait augmenter l'offre de logement. Donc ce qui veut là aussi relever un danger, même pour les investisseurs dans le secteur de l'immobilier de bureaux. S'ils perdent de l'argent, ils risquent de devoir vendre également des biens de logement pour se refaire une santé. Donc ça accroît l'offre de logement. Deuxième point, ce sont les décès, évidemment, qui augmentent indépendamment du coronavirus. On a donc aujourd'hui, on est parti sur 630 000 décès par an. Ce sont les effets du papy-boom, hein, vous savez, les enfants du baby-boom, voilà, qui maintenant arrivent en fin de vie, alors qu'il y a encore quelques années, on avait 570 000 décès par an, de mort normale, entre guillemets, hein, en France. Donc là, on voit bien que ça augmente. Donc évidemment, si les personnes décèdent, ça augmente l'offre de logement, parce que évidemment, elles ne peuvent plus habiter leur logement, donc l'offre de logement va augmenter. Ensuite, ça c'est peut-être le point le plus important, on vient de le voir, une dette des ménages qui est très élevée, plus une augmentation du chômage, donc beaucoup de ménages risquent de ne pas pouvoir augmenter, je dirais, leur endettement, voire même de ne pas pouvoir garder leur maison. Donc ça veut dire, ils sont au chômage, revers de situation, trop de dettes, donc je passe au plan B, je vends la maison, je vends l'appartement, donc ça fait augmenter également, encore une fois, l'offre. On voit bien que la tendance sur l'offre, à court terme, elle est à la hausse, notamment de logements anciens. Ça c'est le premier point. Deuxième point, du côté maintenant de la demande. Eh bien là aussi, on le voit bien, la demande est en train de baisser. D'abord parce qu'il y a de l'inflation et on a une précarisation sociale. Donc évidemment, beaucoup de ménages qui doivent consacrer plus, je dirais, de revenus aux biens du quotidien, parce que comme il y a de l'inflation qui augmente, ça veut dire que le pouvoir d'achat baisse, donc on en a de moins en moins pour consommer les biens du quotidien, et donc pour passer à l'achat, pour acheter des biens immobiliers, on a moins de marge de manœuvre, ce qui là aussi casse la demande. Deuxième enjeu, on vient d'en parler également, le resserrement des conditions de crédit, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter très nettement, on pourrait atteindre bientôt 3, 4, 5% de taux d'intérêt donc sur 20 ans pour les ménages, donc ce qui évidemment ça sera impossible pour beaucoup de ménages, ils ne pourront pas acheter, donc
ils ne pourront pas demander. Donc là aussi, élément de baisse sur la demande. Et puis dernier point, pour l'investisseur, on a toujours un impôt sur la fortune immobilière qui est là, qui va peut-être augmenter même dans les prochains mois, et parallèlement la taxe foncière qui est très élevée. Donc là aussi, on se dit à quoi bon? La plupart des grandes villes augmentent massivement leur taxe foncière, donc peut-être que ça peut inciter certains à réduire leur demande, ça peut également augmenter l'offre. Donc on a bien compris que du côté de l'offre, ça monte, du côté de la demande, ça baisse. C'est la règle de base de l'économie. Si l'offre devient supérieure à la demande, évidemment, les prix baissent. Donc, en conclusion, à quoi peut-on s'attendre? Que peut-on faire? Eh bien, clairement, les taux d'intérêt vont encore augmenter sur les prix, donc sur les crédits immobiliers. Puis surtout, il faut bien comprendre que les banques aujourd'hui, elles resserrent les conditions de crédit parce que elles ont beaucoup de sinistralité. Les défaillances d'entreprises sont en train d'augmenter. C'est vrai qu'elles avaient beaucoup baissé pendant le corona grâce aux aides. Maintenant, ça y est, tout ça s'arrête. Donc, les défaillances augmentent de 70% sur un an. Donc, c'est assez catastrophique. Donc, les banques ont des risques sur les entreprises. Les taux d'intérêt ont augmenté également pour les ménages. Donc, il y a des ménages qui ne pourront pas rembourser. Plus les PGE qui ne seront pas remboursés, c'est les prêts garantis par l'État. L'État va garantir donc 90%, mais il reste quand même 10%. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de conditions compliquées pour les banques. Et donc, ça veut dire que le coût du risque pour les banques est en train d'augmenter. Donc, mécaniquement, elles vont répercuter sur les ménages. Donc, elles ne vont pas forcément octroyer beaucoup de crédits aux ménages. Et les taux d'intérêt vont également augmenter pour les ménages. Ce qui veut dire que là aussi, il faut s'attendre à une augmentation des taux d'intérêt. Donc, ça veut dire que si on veut vraiment acheter le bien de ses rêves aujourd'hui et qu'on a un crédit, il faut peut-être en profiter parce que les taux d'intérêt vont encore augmenter en 2023. Autre élément, donc sur les prix, je pense qu'ils vont baisser de l'ordre de à peu près 15% encore. Ça a déjà bien commencé, notamment dans les grandes villes. Ça, c'est une moyenne nationale, autour donc des 15%. Ensuite, ça ira mieux, bien entendu, mais pour ceux qui veulent acheter, qui sont actuellement locataires, je pense que ça peut toujours être l'occasion de le faire, parce que bien sûr, bien entendu, les loyers, c'est sûr que c'est de l'argent finalement perdu, entre guillemets, et puis surtout, acheter sa résidence principale, c'est l'un des grands objectifs qu'on doit se fixer, surtout quand on est jeune. Avoir sa résidence principale, c'est la meilleure protection contre les affres de la vie, notamment, je dirais, à la retraite, au troisième âge, où là, bien entendu, si on le voit bien, les enquêtes le montrent, les ménages donc, du troisième âge qui souffrent le plus et qui tombent parfois dans la pauvreté, ce sont ceux, justement, généralement, qui n'ont pas leur résidence principale. Donc là, c'est vraiment un objectif de vie qu'on doit se faire. Donc pourquoi pas, si on a un bon bien, si on a un bon taux d'intérêt, si on a un bien qui n'est pas trop cher, on peut quand même acheter. Sinon, si on a les moyens d'attendre, mieux vaut attendre un petit peu. Je pense que ça ira mieux à partir de 2024. Et donc c'est ça le but de l'immobilier, c'est qu'il y a des phases de hausse, des phases de baisse. Donc ça va, là, on est dans une phase de baisse. Ça repartira progressivement à la hausse à partir de 2024, si tout va bien, bien entendu. Et donc ça restera un bon placement sur le long terme. Mais c'est vrai que pendant un an, il va falloir faire le dos rond, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue du secteur immobilier. Ça va être une année 2023 donc compliquée, et normalement ça ira mieux en 2024 si nos dirigeants ne font pas encore des erreurs et s'il n'y a pas de nouvelles guerres, etc. Donc il y a beaucoup de si, vous allez me dire, mais on va quand même garder l'espoir. Sur le long terme, l'immobilier restera un bon placement, mais c'est vrai qu'à court terme, eh bien, il faut corriger les excès des dernières années. Donc en attendant, patience, on va évidemment réussir à retrouver, je dirais, un immobilier un peu plus porteur à partir de 2024, mais là on a une période compliquée à vivre en 2023, donc il faut rester patient tout simplement. En attendant, portez-vous bien, merci pour votre fidélité et à très bientôt.